Bonjour à vous, amis du matin. Bien, j'espère qu'on va vous accompagner dans de très bonnes conditions et on espère que le programme de ce matin répondra à vos attentes. Et puis, toute l'équipe de Bonjour d'Algérie de la station régionale d'Oran est heureuse de vous retrouver comme à chaque fois, chaque mercredi de 8h à 9h30. Eh bien, on commence par les nouvelles du ciel qui seront très bonnes puisque ça variera, la température variera entre 24-25 jusqu'à 26 le dimanche. Et puis le soir, ça va être entre 15, 16, 14. Donc ça va. Ça commence à se rafraîchir un petit peu et sentir un petit peu l'arrivée et l'odeur de l'hiver. Et bien sûr, je vais vous dire que le samedi, il va un petit peu pleuvoir du côté d'Oran le matin, entre 6h et 11h du matin. Eh bien, au programme en cette matinée du mercredi 25 octobre, eh bien, on va commencer par une nouvelle méthode thérapeutique qui vise à déterminer et à traiter les limitations de mobilité, l'ostéopathie, avec docteur Yessine Slimani qui est ici avec nous et qui va répondre à nos questions. Bien sûr, on aura bien une revenante, le droit, la rubrique de droit, et on va parler des différentes conventions dans la protection contre les agressions du peuple palestinien et les conventions internationales. Eh bien, avec Jamila Saber, avocate à la Cour d'Oran. La psychologie sera présente en cette matinée pour l'Octobre Rose avec la psychologue Fatima Bessaray qui va nous conseiller, donner quelques conseils aux personnes qui ont éventuellement, qui souffrent du cancer du sein. Et bien sûr, dernière ligne droite de cette matinée avec Monsieur Zeki Soufi, l'organisateur de l'événement de la semaine Khotouatouk. Bien, on verra avec lui tous les dessous de cet événement qui va qui est organisé au Centre des Conventions d'Oran à partir du 28 octobre et qui va s'étaler jusqu'au 2 novembre. Et bien sûr, on commence en hommage au peuple palestinien, nos frères qui sont en train de souffrir d'un génocide.
Sur notre plateau, et c'est vraiment poignant de savoir tout ce génocide qui se passe en Palestine, de nos frères les Palestiniens. Eh bien, Rabbi Ma'ahom, on est de tout cœur avec vous. Rabbi, Inch'Allah, yansurkum, Inch'Allah, ya Rab. Eh bien, comme je l'ai annoncé tout au début, nous avons avec nous Dr Yassine Slimani. Eh bien, on a sauté sur l'occasion qu'il soit de passage à Oran, puisqu'il fait des déplacements partout en Algérie afin de faire profiter des malades de son expérience. Alors, la tendance du moment, cette méthode thérapeutique qui vise à déterminer et à traiter la limitation de la mobilité, eh bien l'ostéopathie, on verra cela avec lui. Bonjour docteur, ça va? Bonjour Iman, bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté notre Merci invitation. Pour l'invitation. De toute façon, vous êtes devenu oranais depuis quelque temps quand même. Hein? Oui. C'est la 7e fois, je pense. Ah ben ça va, alors vous avez beaucoup de malades qui vous attendent à chaque fois. Oui, beaucoup de fidèles, beaucoup plus. Exactement. Ouais, alors, quand on parle d'ostéopathie, qu'est-ce que déjà l'ostéopathie? L'ostéopathie, c'est une médecine conventionnelle qui traite différentes pathologies afin de trouver l'équilibre entre les 3 systèmes. Système squelettique et musculatique et nerveux. C'est ça. D'accord, en clair. Ouais. Yes. Très bien. Alors, quand on parle d'ostéopathie, quel est le principe de l'ostéopathie? Comme je t'avais dit, le principe de l'ostéopathie, parce qu'il existe beaucoup de pathologies et beaucoup de défauts posturels qu'on fait par jour. Tu sais que quelqu'un qui est vraiment sage, il fait attention à sa posture, il fait minimum 500 erreurs posturales par jour. Et quelles sont ces erreurs, par exemple? Ça dépend. La manière comment ça se fait, comment porter des choses, comment Alors moi maintenant marcher. je suis assise comme ça. Ça va, correct. Ça va, correct. Ouais, 10 sur 10, ça va. Très bien. C'est ça. Bon, ces erreurs, avec le cumul, ça va créer des problèmes posturels. Manque de mobilité, limitation de mobilité, des tensions musculaires, des problèmes de tassement de vertèbres. Et on règle ça. Très bien. Ouais. Et bien sûr, le protocole de soins. Le protocole de soins, bon, la séance de soins, comment ça se passe? Oui, voilà, comment se passe une séance d'ostéopathie? Généralement, le patient, quand il vient, on fait un anamnèse, c'est un questionnaire par rapport aux pathologies, par rapport à ses souffrances, son hygiène de vie et tout. Après, on va déterminer la pathologie elle-même. Par rapport à la pathologie, on va déterminer le protocole adapté pour le patient. C'est ça. Alors, est-ce que quand vous recevez des patients, des malades, etc., qui souffrent de quelle pathologie, justement, à qui on peut prescrire l'ostéopathie? Quelles sont ces pathologies? Bon, l'ostéopathie, elle touche le côté structurel, c'est le squelette. Oui. En même temps, tout ce qui est viscéral. On touche tout ce qui est viscéral aussi, les problèmes, les ballonnements, colons, les problèmes gynécologiques. Oui, ah bon, même dans les colopathies, etc. Oui. L'ostéopathie, c'est une médecine conventionnelle. Elle englobe toute la médecine. Mais d'une façon manuelle et thérapeutique. D'accord. Alors, quand vous me dites en rapport avec tout ce qui est squelettique, on va dire, donc ce sont les os, les articulations. Oui. C'est ça? Et les disques aussi. Et les disques, voilà. Donc, quand vous me parlez de ça, ça veut dire, est-ce que les nerfs sont... Oui, ils sont liés. Sont liés, très bien. Alors, je voulais arriver, est-ce que les personnes qui souffrent de sciatique peuvent, on va dire, être guéries par l'ostéopathie? Évidemment. Mais comment se passe cette guérison? Bon, par rapport à la sciatique, il y a 2 différents types de sciatique. Bon, on a tous une sciatique, mais il y a des causes qui créent cette sciatique. L'hernie discale, ou des compressions de nerfs par rapport aux racines nerveuses. Ça, c'est généralement avec des fautes posturelles, comment porter un truc. Les gens, généralement, ils souffrent par rapport à porter un truc. Oui. En même temps, par rapport à position assise pour très longtemps, pour les gens qui conduisent beaucoup, compromis et tout. Oui. Et les gens qui font des professions physiques, mais ils ne font pas attention.
Ils ne font D'accord. pas attention par rapport à comment se lever, comment porter, comment... Bon, C'est par vrai, rapport à hein, l'hygiène des fois, oui, oui. quand on porte un seau d'eau, on porte notre couffin, c'est qu'on le porte des fois comme ça va et on ne surveille pas notre posture. Et surtout, le plus important, c'est d'avoir toujours l'équilibre. C'est quand on porte 5 kilos, c'est facile de les porter. Mais de préférence, il faut les partager. 2,5 kg, pour créer un équilibre, toujours sur les disques. Parce que les vertèbres, elles sont séparées par des disques. Oui. Oui. Et si, quand on porte un truc sur un côté, ça va pousser le joint, bon, le noyau a poussé vers l'autre côté, ça va créer un hernie discale et qui touche la racine nerveuse et bonjour les problèmes. Très bien. Ouais. Très bien. Alors, notre réalisateur Fouad Bleha, qu'on salue d'ailleurs, alors il est en train de vous poser une question. Il m'a demandé de vous poser la question à quel âge peut-on, on va dire, bénéficier de cette spécialité et faire l'ostéopathie? L'ostéopathie, elle est destinée pour tout le monde. L'âge de bébé à l'âge avancé, il n'y a pas de précision par rapport à l'âge. À l'âge, très bien. Alors, y a-t-il des techniques adaptées à chaque, on va dire, à chaque patient? Parce que vous avez affaire, vous recevez des patients bébés, des femmes, des jeunes adolescents, des enfants, des personnes âgées, même très âgées, qui souffrent peut-être d'arthrose et ainsi de suite. Donc, comment vous gérez vos gestes? Bon, il y a des contre-indications par rapport aux pathologies. Par exemple, une femme enceinte, plus de 8 mois, elle ne peut pas subir des techniques HVLA, tout ce qui est manipulation, parce que ça fait un danger par rapport au bébé. En même temps, les patients qui souffrent d'ostéoporose aussi, ça c'est contre-indiqué par rapport parce qu'ils sont vraiment, je crois, très fragiles. Ouais, subir des fractures. Après, ça dépend de la pathologie elle-même. C'est pas par rapport au patient. Le patient a différents âges ou différents sexes, c'est par rapport à l'intensité. Ce sont les mêmes gestes. C'est les mêmes techniques, c'est juste la dose n'est pas la même. Mais, la force. Oui, la dose du mouvement. Parce que je vais arriver à cette force, parce que j'ai l'habitude de. Non, c'est typiquement technique, c'est pas une force. Ouais. C'est tout à fait, c'est typiquement technique. Après, comme je t'avais dit, c'est par rapport à la pathologie elle-même. Chaque pathologie a un protocole de suivre, a une thérapie à suivre. C'est par des HVLA, des manipulations, des tapotements, des massages thérapeutiques, réhabilitation motrice, beaucoup de choses. Très bien. Alors, comme je l'ai dit, alors la scoliose, généralement, les médecins, les spécialistes disent que c'est impossible de guérir définitivement cette pathologie. Or que, on a vu, d'ailleurs à travers vos vidéos sur le net. Donc il y a beaucoup de personnes qui souffrent de cette pathologie qui déforme carrément leur rachis. Voilà, exactement. Donc et là c'est que vous leur dites oui, c'est bon, vous allez guérir. Justement, l'ostéopathie, elle est ici pour donner de l'espoir pour ces gens, pour ces patients, parce que j'ai beaucoup de cas. Bon, j'ai des cas qui sont à 50 degrés, alhamdoulilah, Dakar, on a 22 degrés. Ah, quand même. 38, ils sont... Bon, j'ai des vidéos sur mon compte Instagram et TikTok. Elle voit la différence entre avant et après. Et après, oui. Et bon, il y a des scolioses qui sont chirurgicales, c'est pas mon métier. C'est au-delà de 55 degrés. Mais au moins, il y a toujours une thérapie. C'est juste, il faut la volonté du patient et l'assiduité du patient par rapport à l'hygiène de vie et tout. Il faut suivre. Est-ce qu'après une séance d'ostéopathie, il faut suivre une alimentation adaptée à notre... C'est pas question d'alimentation, sauf s'il a des inflammations. Bon, c'est une hygiène de vie qu'il faut suivre. On va lui donner des protocoles à faire à la maison. C'est des exercices qu'il faut faire matin et soir. D'ailleurs, j'allais vous poser la question, quel est le protocole à suivre? Oui, le protocole à suivre, c'est des exercices, c'est typiquement
mobilité, renforcement et tout. En même temps, le matin, pourquoi faire des exercices? C'est pour préparer le corps humain à exécuter des mouvements de la journée. Et le soir, c'est pour corriger les défauts qu'on a fait pendant la journée. Parce qu'on rappelle aussi à nos téléspectateurs qui nous suivent chaque matin et qui suivent leur quotidienne, c'est que vous êtes déjà à la base professeur de sport. J'ai doctorat en sport. Ouais. C'est pour ça qu'on a lié le côté sportif avec le côté pathologique posturel, parce que pour moi, c'est une continuité, ça se complète. Yes, ouais. Et qu'en est-il pour les personnes qui souffrent d'arthrose? L'arthrose, parce que l'arthrose, c'est très, très délicat. Oui, l'arthrose, c'est beaucoup plus... donc, il n'est pas vraiment sévère. On peut le traiter. C'est par rapport à la mobilité, regagner la mobilité et renforcer tout ce qui est tissu musculaire qui vont soutenir l'articulation pour mouvoir. D'accord. Alors, une dernière question pour vous libérer, parce qu'il y a des malades qui vous attendent. Alors, une toute dernière question. Est-ce que la séance d'ostéopathie fait mal? C'est par rapport à quoi? Parce que quand on voit les craquements, crac, c'est que vous craquez tout le corps. Ouais. Donc, des fois, on se dit, ils n'ont pas mal. Bon, le craquement, ça ne vient pas de l'os. D'accord. C'est juste pour... ça vient d'où? C'est de liquide synovial. C'est de l'azote qui est dans le liquide synovial entre les articulations. Quand on fait ça, 2 molécules d'azote qui se combinent et font... Mais l'os qu'ils font quand il se donc craque... Donc ça touche pas. Oui. Ça touche quand pas, on craque l'os, ça veut dire une fracture. Alors, oui. Donc non, on n'est pas là pour fracturer les fesses. On est là pour soulager et traiter, Inch'Allah. Et ça fait mal? Non, peut-être momentané. Momentané, fraction de seconde, 2 secondes maximum. C'est par rapport à la manipulation. Après, c'est un soulagement. Ah, d'accord, ok. Parce que quand on voit quand même comment se déroule une séance d'ostéopathie, c'est qu'on a envie vraiment de la faire, parce que c'est comme si on est soulagé. Oui, sûrement. C'est que on est fatigué, donc on se délasse. Oui, justement, c'est après la séance d'ostéopathie, on se sent fatigué et relaxé. C'est l'hormone de... On peut aller dormir. Ça. Oui, directement. Justement. Très bien. Merci beaucoup, docteur Yassine Slimani. Je le rappelle que vous êtes ostéopathe et merci d'avoir accepté notre invitation. Beaucoup. Et on le rappelle aussi que vous faites des déplacements partout dans toutes les grandes villes d'Algérie, que ce soit... pour donner de la chance à tous les malades, à essayer l'ostéopathie. Oui. À essayer l'ostéopathie. Très bien. Eh bien, bon courage. Merci. Alors, Ilyes Benziyen qui a préparé un hommage au peuple palestinien, et on se retrouve juste après avec Jamila Saber et son sujet. الحياة بدون كرامة بتصبحش، خصوصا لما يذكروك بالذل يوم ورا يوم، بالقهر، بالإهانة. العالم قاعد، العالم منيح قاعد متكتف وما انت لحالك تحت كل القهر. بدك تلاقي طريقة اللي ترضع الباطل. لازم يفهموا انه اذا ما كناش احنا امنين هم مش راح يكونوا امنين. المسألة مش مسألة قوة، مش راح تساعد قوتهم. أنا بحاول أوصل لهم هاي الرسالة، مش لاقي فيش طريقة تانية توصل لهم هاي الرسالة. والأنكى من هيك إنهم مقنعين كل العالم إنهم هم الضحية، ومقنعين حالهم كمان هم الضحية. كيف صارت هاي؟ هم المحتل وهم الضحية. لما هم يعني بيلعبوا دور الجلاد والضحية، بنفس الوقت أنا شو بضل شيء غير إنه يكون المقتول والقاتل.
Avec le peuple palestinien, Rabbi faraj alayhom ya Rab, Inch'Allah, et puis la yarham shuhada qui sont tombés sur les champs. D'ailleurs, la semaine dernière, beaucoup plus de 2000 morts, 2500 morts, et puis Rabbi yarhamha, la majorité, ce sont des enfants. On a tous eu notre part de ce génocide vraiment cruel, horrible, abominable. Donc, Rabbi yarhamhum, Inch'Allah, et puis Toyour min Toyour al-Jannah, Inch'Allah, ya Rabbi. Eh bien, pour parler un petit peu de ce sujet, nous avons avec nous une revenante et ça fait vraiment plaisir de la recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Bien sûr, notre juriste et notre conseillère juridique, Maître Saber Djamila. Bonjour. Bonjour Iman, bonjour nos chers téléspectateurs et très heureuse de les retrouver, de retrouver toute cette merveilleuse équipe aussi. Nous aussi, on est très contents de vous recevoir et d'ailleurs de vous retrouver après quand même des vacances. Hein. Tout à fait. Vous êtes bien reposés. Alhamdoulilah, ça va. Très bien. Ah, oui. Eh bien, Maître Saber Djamila, alors après tout ce qui se passe en Palestine, ça fait quand même quelque temps qu'on est en train de vivre au jour le jour le génocide qui se passe là-bas. On voit des atrocités sur des enfants aussi. D'ailleurs, la majorité des Algériens ne dorment plus le soir parce qu'avec ces images, quand on voit les enfants horrifiés, c'est traumatisant. C'est traumatisant, exactement. Donc, comment peut-on qualifier ce qui se passe en Palestine ? Voilà, donc voilà, très, très bonne question, parce que les gens regardent, c'est-à-dire il y a des images, il y a les émissions qui défilent, mais ils ne comprennent pas, ils n'arrivent pas à qualifier ce qui se passe. Et là, moi, je parle en tant que juriste, parce qu'actuellement, c'est-à-dire, parce qu'il va y avoir, vous allez voir, il va y avoir l'après ce conflit, après ce massacre, parce que là, ailleurs, ils sont en train de préparer des dossiers pour discréditer les innocents de la Palestine et de Gaza. Voilà, donc c'est pour ça qu'on parle, il faut comprendre, il faut raisonner en tant que juriste avec du droit international. Il y a le droit international, ils l'ont élaboré eux, ils l'exercent, c'est-à-dire il est fait par eux, il est exercé par eux aussi. Donc qu'est-ce qu'il faut ? Maintenant on va parler de droit. Il existe le droit international. D'abord, il y a une mise au point. C'est-à-dire la Palestine est un État palestinien. Israël n'est pas reconnu comme... C'est un colonisateur qui a colonisé les terres des Palestiniens. Voilà, illégalement aidé et tout ça. C'est pour ça, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, l'entité sioniste et l'État palestinien. L'Israël n'est pas un État. Voilà, il ne sera jamais un État. Voilà. Donc maintenant, on revient au droit international. Ben oui, au droit international. Oui, voilà. Ben oui. Quand j'ai vu parce que ces quand on enfants, voit, surtout les enfants, voilà. Parce que la majorité, après ces bombardements, après ces attaques, la majorité, les victimes, ce sont des enfants. Tout à fait, des civils carrément, voilà. Moi, ce qui m'a vraiment, vraiment horrifiée, c'était l'image, la vidéo qui est en train d'ailleurs de circuler sur les réseaux sociaux. Alors l'enfant, ou son regard terrifié. Il tremblait, il y a des enfants qui tremblaient, traumatisés. Des enfants et même des animaux qui tremblaient. Tout à fait. Là, c'est qu'on se dit, mais qu'est-ce qui se passe vraiment là-bas ? Voilà, on va revenir. Alors là, c'est des terres palestiniennes qui ont été colonisées par des sionistes. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement ? Quand on parle de droit international, il y a le droit international donc, qui est appliqué en temps de paix. Il y a le droit international humanitaire, ce qu'on appelle le DIH, qui est appliqué en temps de guerre ou de conflit armé, parce qu'il y a une différence. Quand on parle de guerre, c'est État contre État. Mais là, c'est pas Israël, c'est pas un État, c'est un conflit armé. Non, et en plus de ça, c'est que pour parler de guerre, il faut, sur les deux fronts, il faut avoir des armes. Tout à fait. Donc, or que les Palestiniens, ils ne font pas de tout à fait. Ils font pas la guerre. Alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, là, on rentre dans le droit
international humanitaire. Ce droit-là, donc qui est basé sur normalement 4 conventions, 3 conventions et une déclaration universelle. La première convention, c'est la Convention de Genève, ensuite la Convention de l'Haye, ensuite le statut de Rome, qui a été élaboré en 98, et complété par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors qu'on voit, en réalité, rien n'est pratiqué de tout ça. Alors, ce droit international humanitaire, quand il y a guerre ou conflit armé ou agression aussi, esclavage, ça s'applique sur plusieurs cas. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui n'est pas normale, qui n'est pas ordinaire, qui n'est pas... Alors là, on voit que toute cette panoplie de crimes qui est citée par ce droit international humanitaire est appliquée sur les civils et les habitants de Gaza ces derniers temps. Alors, je vais vous dire, qu'est-ce qu'il dit ce droit international humanitaire? Donc, il dit, c'est-à-dire, il prévoit, il y a des principes fondamentaux. C'est-à-dire, il ne faut pas frapper les civils, il ne faut pas frapper les hôpitaux, il ne faut pas bombarder les hôpitaux. C'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que je parlais de panoplie de crimes. C'est ce qui s'est passé. Il ne faut pas toucher les habitations, les bâtiments religieux. Ils ont touché même les églises, les mosquées, les églises. Ils ont bombardé même les églises. Donc, il ne faut pas utiliser des armes interdites comme les armes chimiques, nucléaires. Et là, on voit qu'Israël a utilisé le phosphore blanc, qui est interdit, très, très dangereux. Et tout ça, elle l'a utilisé en bombardant les civils de Gaza. Elle a bombardé les civils. Moi, je pense, mon avis, comme ils n'arrivent pas à affronter l'armée de Gaza et palestinienne, ils s'attaquent aux civils. C'est ce qu'ils ont toujours fait, comme à Gaza, à Shetila, Sabra, Shetila. Et ils s'attaquent aux enfants. Voilà. Mais pourquoi les civils enfants de 2-3 ans? Alors, ce droit international humanitaire, il interdit même de toucher même les militaires blessés. Alors là, on voit que tout ça n'est pas respecté. Et en plus, la résolution de l'ONU a été... c'est-à-dire, ils ont refusé le cessez-le-feu, donc ils demandent donc là, ils sont d'accord pour qu'on extermine toute cette population et que Israël, étend son colonialisme sur Gaza aussi, parce que sur toute la bande de Gaza et tout. Donc, comment ça? Alors, qu'est-ce qui se passe aussi? Il y a ce qu'on appelle la Commission des droits de l'homme de l'ONU qui a dépêché une équipe. Moi, j'ai lu dernièrement leur déclaration, une équipe à Gaza pour mener une enquête. Ils sont en train de collecter toutes les informations. Ils condamnent. C'est le problème là qui nous rend fous, nous, les musulmans, les arabes et tout ça. Et pas seulement ce qui nous rend fous, c'est que non seulement les Palestiniens, on est en train de les exterminer, et les autres arrivent à soutenir Israël et à dire, alors ils sont en pleine violation de la loi, de ce droit international humanitaire. Oui. Donc les conventions de Genève, conventions de l'Haye. Parce qu'après, qu'est-ce qu'ils comptent faire? Vous allez voir, vous allez vous rappeler de cette émission. C'est pour ça, moi, je fais appel à tous les Arabes, musulmans, algériens, de collecter toutes les informations concernant ce massacre, cette extermination des Palestiniens, et ne les laissez pas dans les micros. Retirez-les, mettez-les dans des clés USB ou des CD ou ce que vous voulez, parce que le net va tout effacer. Dernièrement, Facebook a fermé la page Akhbar Gaza, les nouvelles de Gaza, qui compte plus de 23 millions d'abonnés. C'est-à-dire aucune information ne doit circuler, ne doit rester. Alors cette commission, cette équipe d'enquêteurs de la Commission des droits de l'homme de l'ONU est en train de collecter, et a priori, ils ont déjà déclaré que même les Palestiniens sont fautifs. Donc, il faut s'attendre au pire. Parce qu'après, vous savez ce qui va se passer? De toutes les façons, c'est dans chaque guerre, on dit ça. Non. Ils disent qu'il y a une part des Israéliens, mais vous ne voyez pas, parce que moi, je vois plus loin en tant que juriste. Parce que qu'est-ce qu'ils ont créé aussi? Ils ont créé, avec ce droit international humanitaire, ils ont créé ce qu'on appelle la CPI, la Cour pénale internationale.
Mais apparemment, cette CPI, elle est faite que pour les Africains, les Arabes et certains des pays slaves, c'est tout. Pourquoi, depuis le temps, aucun chef d'Israël n'a été traduit devant cette cour? Pourquoi? Vous vous rappelez de Sabra Shatila et pourquoi? Donc, alors, parce qu'après, en collectant ces informations, ils disent, c'est-à-dire pour ne pas choquer les Arabes, les musulmans ou pour les faire endormir, ils disent oui, il y a une part aussi, bon, Israël, elle est fautive, elle n'avait pas à bombarder les hôpitaux, mais les Gazaouis aussi, ils ont fait ça, l'armée de Hamas et tout. Parce qu'ils comptent, c'est-à-dire présenter ce dossier à la CPI, à la Cour pénale internationale, pour condamner les militaires, les valeureux, vaillants. Mais que peut-on, mais dans ce cas, que peut-on prévoir comme protection à travers les différentes conventions? Alors, il faut protester. C'est pour ça que je vous dis, c'est à nous aussi de collecter toutes ces informations, les hôpitaux, les images, les vidéos, parce qu'il y a énormément. Il y a les pro-palestiniens aussi, chez les Occidentaux, les Américains et tout ça. Donc, il faut collecter tout ça. Il faut avoir de bons avocats, de bons représentants. Moi, si on me donne un petit pouvoir comme ça, je les représenterai. Parce qu'il faut collecter tout ça et c'est les combattre avec la loi et le droit qu'ils ont créé eux-mêmes. Bon, ils l'ont pas créé, ils l'ont copié, parce que la première loi concernant la protection des civils en temps de conflit ou de guerre, de conflit armé ou guerre, c'était la loi de Hammurabi. Donc c'était des siècles avant Jésus-Christ. Ensuite, il y a eu l'islam. Parce que l'islam donne des droits, gère bien, c'est-à-dire tout ce qui est prisonnier de guerre et tout ça, quand il y a une guerre et tout ça. Donc, il ne faut que copier, c'est tout. Donc, il faut les combattre avec cette loi, surtout le droit international humanitaire. Voilà. Et les conventions, je répète, de Genève, de La Haye et le statut et les droits de l'homme et la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été, c'est-à-dire énoncée en 1948. Elle est là, elle complète ce droit international humanitaire. Donc, il faut préparer tout ça et aller devant leur cour, leur commission de droit à l'ONU et tout ça. Et c'est-à-dire, eux, ils ont poursuivi des gens depuis des siècles, des dizaines d'années, ils les ont traduits devant la Cour pénale internationale. Donc, c'est à nous de poursuivre ces militaires israélites qui ont bombardé le ministre de leur pseudo. Bon, on ne reconnaît pas que c'est un État. C'est un militaire israélite qui dit qu'il est ministre de la Défense. Il a traité les Gazaouis d'animaux, de hayawanat, oui. On a la vidéo, on a tout. Et donc, c'est à nous de les traduire devant cette cour, qui est la CPI, la Cour pénale internationale, et de faire des déclarations et tout ça. Il faut se préparer. De toute façon, certainement, les États arabes sont en train de préparer une contre-attaque. Attaque, bien sûr, mais on va dire sur le plan juridique, certainement, parce qu'ils ne vont pas rester longtemps comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible de les voir en train de mourir, de les voir en train de subir justement de l'antitésioniste, c'est pas évident. Moi, je sais ce qui est bon. L'Algérie, sa position, elle est connue depuis la nuit des temps, que ce soit le gouvernement algérien, l'État algérien ou le peuple algérien. Soutient toujours les peuples opprimés, d'ailleurs. Et cette fois-ci, ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'était le Koweït. Le Koweït est sorti vraiment. Koweït, il a été très clair dans ce sens. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a des juristes arabes, musulmans et les pro-palestiniens aussi qui sont en train de préparer tout ça aussi. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Donc, on se prépare à l'après ce conflit armé et tout ça. Inch'Allah, nasr l'Ikhwatna al-Palestiniens. Inch'Allah. Inch'Allah. Ça, c'est certain. Inch'Allah. Très bien. Alors, juste une dernière intervention de votre part, d'ailleurs. Vous, en tant que femme de loi, qui représente, on va dire, bien sûr, la loi en Algérie. Alors, qu'en est-il justement pour les réfugiés palestiniens?
Normalement, Quelle les est la réfugiés- loi qui protège les réfugiés Tout à fait. C'est le droit international humanitaire. C'est le DIP, le DIH plutôt. Donc, c'est le droit international. Donc, les réfugiés ont des droits. Mais apparemment, leurs droits sont spoliés, c'est-à-dire ne sont pas respectés. Donc, mais ils ont des droits, ils peuvent les revendiquer. C'est-à-dire, même maintenant, en tant que conflit armé et tout ça, ils peuvent. C'est-à-dire, moi je pense, il faut une force, une union de tous les intellectuels musulmans, arabes, pro-palestiniens, surtout les juristes. Ce que j'ai dit moi dernièrement. Et tout ça, il faut les bombarder par les protestations, les déclarations. Il faut aller devant on a le droit d'aller devant la CPI, la Cour pénale internationale, et tout ça, aller au niveau des pays. Il faut déposer des plaintes contre Israël. Il faut les bombarder par les plaintes. C'est-à-dire, il faut un acharnement d'intellectuels. Parce que là, les civils, ils sont... vous savez, couper l'électricité, l'eau, c'est-à-dire vivre en enclave comme ça, ne laisser personne. Oui, ça, c'est... Mais ça, ils sont en train de les exterminer, de les tuer, de les torturer, femmes, enfants, Ça, comme on dit, Barabbi, mais aussi. Inch'Allah. Oui, il y a eu, l'Algérie a envoyé, le Koweït, il paraît l'URSS, la Russie, la Chine. Mais c'est-à-dire faire ça, c'est pas un crime de guerre, c'est pas un crime contre l'humanité. Ça, c'est-à-dire priver des gens de l'électricité, des trucs de base, c'est-à-dire c'est tellement nécessaire à la survie, à la vie et la survie des gens, c'est-à-dire c'est tellement les priver de ça, mais c'est pire qu'un criminel, c'est monstrueux. Donc là, surtout que quand on voit les victimes, ce sont des enfants. Ce sont des enfants en bas âge. Tout à fait. C'est ça, ou des femmes, ou des personnes âgées. Les civils. Civils. Quand les gens partent, c'est-à-dire défendre leur territoire, qu'est-ce qu'il reste? Il reste les femmes, les vieux et les enfants. Exactement. Donc, eux, ils se sont attaqués à ces gens-là, à ces civils-là. Vous avez vu la différence. C'est pour ça que je vous dis, archivez les vidéos. Archiver les déclarations, les vidéos. Par exemple, quand on a vu, il y a des chaînes de télévision étrangères qui ont interviewé des Israélites qui ont été arrêtés par les Palestiniens. Il leur a dit, nous, on ne touche pas aux femmes et aux enfants. Et en plus, la vieille là qui a été relâchée et qui a salué les militaires, comme si elle les connaissait, elle a salué les militaires du Hamas. Elle était tellement bien traitée, bien nourrie, bien... Et même les enfants, elle leur dit, on ne touche pas aux enfants. Mais eux, non. Eux, ils bombardent, ils maltraitent, ils tuent. Vous avez vu, des fois, quand tu trouves des enfants, ils ont incarcéré des enfants. Mon Dieu, à peine. Ils ne sont même pas sortis de leur puberté. On les a vus. Ça, c'est même c'est-à-dire en temps pseudo-en paix. Quand il y avait c'est horrible. Voilà, c'est horrible, des petites filles, des petits garçons, des militaires israélites, sionistes, qui tapassaient les enfants, ils les tiraient comme ça, et tout ça emprisonnés. Il faut voir dans quel état aussi. Parce que les prisonniers, normalement, ils ont leurs droits. Il y a des prisonniers palestiniens qui, leur famille n'avait aucune nouvelle pendant plus de 15 ans, 10 ans. C'est fou, alors que le droit international humanitaire exige de ces personnes qui ont ces prisonniers-là de les laisser contacter leur famille, de les soigner, de les bien traiter et tout ça. Mais on ne voit pas ça. Alors, qui est le criminel? Donc, il faut déposer des plaintes. Même les Palestiniens doivent déposer des plaintes aussi, c'est-à-dire prendre des avocats. Bon, les avocats, moi, je pense qu'ils vont être bénévoles. Et certainement. Voilà. Donc, moi, je suis là, je suis bénévole. Je vous assure. Oui. Alors, donc, il faut que les Palestiniens déposent, contactent des avocats d'Algérie, d'ailleurs, et tout. Bien sûr. Parce que la CPI, c'est international. Et des fois, moi, je les ai vus, il y a aussi des tribunaux, ce qu'on appelle, qui ont la compétence universelle. C'est-à-dire quand quelqu'un il a été torturé et tout ça, il peut aller devant un tribunal qui a une compétence universelle en Suisse, en Belgique, à Paris. Oui. Mais là, c'est la CPI, la Cour pénale internationale. Prenez des avocats, on est volontaires. Bien sûr. De toute façon, on connaît la procédure, on maîtrise les langues. Moi, j'ai vu des Palestiniens, des Gazaouis, la vidéo des Gazaouis qui s'adressaient aux Algériens. Ouais. J'ai cette vidéo, il a dit, écoutez... De toute façon, c'est le même peuple. Tout à fait. Ils ont dit, vous maîtrisez la langue française, faites des émissions et des vidéos en langue française.
c'est-à-dire que tout le monde... Voilà, on a fait cette émission, j'espère qu'elle sera vraiment partagée Non, partout. oui, bien sûr. Voilà. De toutes les façons, elle sera Donc, mise sur YouTube, etc. on peut... Et la dernière fois, pendant les manifestations de soutien aussi, il y avait une jeune Algérienne qui a parlé en anglais, c'est-à-dire pour que le message arrive, c'est-à-dire on maîtrise les langues, on maîtrise la loi, on maîtrise tout, donc on est là pour les défendre et tout ça. Moi, je suis en train de préparer un dossier comme ça. Actuellement, de toutes les façons, Canal Algérie, elle diffuse tout à fait, en direct, boucle, en live boucle, aussi. oui, Donc, tout à fait. Ça, elle fait des émissions, de toutes les façons, la télévision algérienne en général font des émissions. En arabe, d'ailleurs, en arabe, en amazigh, voilà. en français, etc. En anglais aussi. Tout à fait. D'ailleurs, pour parler justement de cette affaire qui nous concerne, qui est la nôtre, justement. Non, parce que si on détruit Gaza et Palestine, c'est tous les pays arabes et musulmans qui... Effectivement. Il ne faut pas se dire non, ils sont loin. Non. Ils vont commencer. Déjà, hier, ils ont dit on a droit à une partie de l'Arabie saoudite. Donc ça vient, hein, ça. Non, il faut lutter. Moi, personnellement, en tant qu'avocate, je propose, je maîtrise des langues, je maîtrise arabe, français, espagnol. Donc vous proposez à défendre le Déjà, peuple palestinien. Déjà, je prépare. Je vous ai dit, je suis en train de faire la collecte, des vidéos, des déclarations, tout ça. Et faites-le aussi et ne les laissez pas sur vos micros, vos portables. Oui. Parce que vous allez comprendre... le piratage. Il y a toujours le piratage. Non seulement piratage, on risque d'arrêter le net d'un coup et tout peut être effacé. Ce n'est pas nous qui commandons les réseaux sociaux et tout ça. Oui. Je vous ai dit, la page de Akhbar Gaza, les nouvelles de Gaza, qui compte plus de 25 millions, je ne sais pas, d'abonnés, a été fermée du jour au lendemain, sans aucun avis de fermer. Alors, préparez-vous. Collectez, ne laissez pas sur vos micros, mettez-les sur des clés USB, sur des CD, ils connaissent ça mieux que moi et tout ça. Collectez et gardez, archivez. Faites la collecte et archivez. Et après, parce qu'après, il va y avoir une autre forme de guerre médiatique. Elle est médiatique, elle y est déjà, mais juridique et judiciaire. Juridique et judiciaire. Alors, on peut aider et tout ça. Moi, j'explique aux gens, parce que les gens n'arrivent pas à qualifier ça. C'est non seulement des crimes contre l'humanité, c'est une extermination, c'est ibada bima'na al-kalima. Ils veulent, c'est-à-dire ensuite, ils veulent carrément exterminer les Gazaouis, vider Gaza et étendre leur colonialisme. Ces vrais habitants, les Palestiniens, eh bien, nous sommes de tout cœur avec ce peuple opprimé qui souffre quand même, et ce sont des enfants, des femmes qu'on a vues qui sont horrifiés. Alors, franchement, c'est que des fois, on se dit, ces enfants-là, ils vont garder des séquelles vraiment très considérables dans leur personnalité, dans leur caractère aussi, parce que ils vont ce sont des enfants qui vivent sous le son justement des bombardements. Vous savez ce que c'est un bombardement? Nous, il y a un éclat juste un pétard on sursaute. de moulette, on sursaute. Voilà. Oui. Et des fois, on a mal à la tête. Vous savez ce que c'est? Et en plus, ils bombardent avec du phosphore blanc. C'est interdit par les conventions internationales. Et on a vu aussi une vidéo sur le net, de toute façon tout le monde l'a vu, le bébé qui a à peine 8 ou 9 mois, qui s'agrippait au docteur. Il ne voulait pas le quitter parce qu'il a senti, il avait peur et il a senti une certaine protection. Et là, vraiment, ce sont des vidéos vraiment poignantes. On sent, à travers ces vidéos, on sent un petit peu le désarroi de ces enfants, la détresse de ce peuple. Rabbi yansarhom, et puis de tout cœur, mais vraiment de tout cœur, avec le peuple, avec nos frères, les Palestiniens. Et comme je l'ai dit, et on le répète, nous, en tant qu'Algériens, que Qadiyat Palestine, Qadiyatuna. Merci beaucoup, Maître Saber. À la semaine prochaine, avec un autre sujet, pourquoi pas, avec, on vous verra le mercredi prochain, comme d'accoutumé. Et bien sûr, à Sidi Bel Abbès, maintenant, on part à Sidi Bel Abbès, où la rencontre régionale sur la prévention contre les cancers professionnels, signée Ilyes Benzien, on se retrouve juste après.
Assurer la bonne santé des travailleurs et éviter toute maladie liée au travail. Un défi que relève toute entreprise aujourd'hui à l'échelle mondiale. À cet effet, la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, en partenariat avec l'Association algérienne de la médecine du travail, a organisé une rencontre régionale sur la prévention contre les cancers liés au travail. هذا الملتقى يتمحور حول السرطانات أو المهن المؤدية إلى السرطانات. الهدف من هذا الملتقى هو تحديد وكيفية معالجة هذه الأمراض وتصنيفها. لأن الإحصائيات في الجزائر قليلة كثير بالنسبة للإحصائيات والنسبة العالمية، وهذا يدخل في مهام الصندوق في نشر الوقاية من الأمراض المهنية ومن حوادث العمل اللي هي الأخطار المهنية. الإشكال الكبير أنه كثير من العمال أصيبوا بسرطان مهني ولكن لم يصرح بهم إلى الصندوق، وهذا لتعويضهم فيما يخص قانون 83/13. وفي نفس الوقت عدم التصريح لا يسمح للصندوق بأداء المهام الأخرى من مهامه، وهي القيام بتحقيقات وبمراقبة لتفادي أن عمال واحد آخرين يتقاسوا بهذا المرض. الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية يسهر من أجل ترقية السياسة الوطنية فيما يخص الوقاية من خلال نصوص تنظيمية وتشريعية للوقاية. احنا من خلال المسار المهني تاعنا نقوم بمراقبة المستمرة لأرباب العمل من خلال مصالح الوقاية على مستوى الصندوق، والتي تقام يوميا من أجل تعريف أرباب العمل فيما يخص الوسائل الوقائية الفردية والجماعية، حتى نضمن للعامل أنه يكون في مكان سليم وآمن. À notre tour, en tant que conseil scientifique, nous avons intervenu pour voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, l'expérience des divers CHU, l'équipe d'Oran, l'équipe de la CNAS, l'équipe d'Alger, etc., pour se partager. Et donc la réflexion principale de cette journée se passe sur les cancers professionnels. Qu'en est-il en matière de sous-déclaration, de sous-repérage, et qu'en est-il en matière de prise en charge? Organisé sous le slogan « Détecter les cancers liés au travail, une étape vers leur prévention », cette rencontre a eu pour but la sensibilisation sur l'importance des activités préventives, ainsi que sur l'encouragement des patrons d'entreprises présents pour éviter tout usage de matières cancérigènes. Il ressort qu'il y a une problématique de sous-déclaration. Donc, est-ce qu'on est devant une mise à niveau des textes législatifs et de la législation pour permettre un petit peu une déclaration plus par rapport aux législations des pays voisins et des pays limitrophes? Est-ce qu'on est dans un manque de moyens et de repérage et de prise en charge et de systèmes de prévention secondaire assez efficaces pour prendre en charge le dépistage des cancers professionnels? Est-ce que dans la pyramide de prévention secondaire, il manque un petit peu une pierre angulaire qui est le suivi médical post-professionnel? مشاركتنا اليوم في هذا الحدث وفي هذا اليوم الدراسي المنظم من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية يأتي من خلال مشاركة مؤسستنا يعني لتجربتها خاصة في مجال الوقاية، وذلك من خلال كل المعدات وكل الأدوات التي نوفرها لعملنا حفاظا على سلامتهم بطبيعة الحال وحفاظا على مؤسستنا أيضا في نهاية المطاف. إذن شاكرين للمنظمين وللقائمين على هذا اليوم الدراسي. La protection de la santé de tous, un point crucial à prendre en considération afin de garantir un avenir radieux, dénué de toute maladie ravageuse. C'est le dernier de leurs soucis, Msakin, oui. Eh bien, nous, on parle toujours du peuple palestinien avec notre invitée, notre psychologue, Fatima Bessarraï. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, très bien. Vous allez bien? Très bien, je suis Eh bien, très nous contente sommes toujours avec toi. moi aussi. Merci. Hein. Merci. Nous sommes toujours au mois d'octobre. C'est le mois
on va Rose. dire l'octobre rose. Ouais. Donc, le mois de sensibilisation pour le dépistage précoce du cancer du sein, l'octobre rose. Voilà. Eh bien, en plus de la prise en charge thérapeutique, il faut un accompagnement psychologique. On va d'ailleurs voir avec vous justement comment se fait l'accompagnement psychologique déjà à l'annonce du diagnostic. C'est vrai, il est essentiel l'accompagnement psychologique pour la femme atteinte un cancer du sein parce que voilà, déjà le besoin il est là et la souffrance elle est là, donc on peut pas négliger le côté psychologique de la femme et voilà le changement qui arrive subitement des fois par l'annoncement du diagnostic pour la femme. Malheureusement, c'est l'idée du cancer, elle est un peu négative. Si on va dire le cancer, c'est synonyme de mort, si c'est un généralement, synonyme de mort. Donc la femme, elle est affrontée à une fin de vie. Et ça déclenche directement une tristesse, un désespoir à la fois et elle n'arrive pas à gérer les émotions et par la suite elle n'arrive pas à accepter la maladie, elle n'arrive pas parfois à accepter la thérapie et là on peut commencer ce qu'on appelle l'accompagnement psychologique et on peut arriver à une thérapie psychologique parce que la maladie elle-même, le cancer, il est caractérisé par beaucoup de symptômes psychologiques, la tristesse, le deuil chez la femme, le deuil sur son corps, sur sa vie quotidienne. Exactement. Voilà, parce qu'elle elle se dit que ma vie va changer du 360 degrés. Oui. Et puis surtout qu'à l'annonce justement du diagnostic, c'est qu'il faut une certaine psychologie pour annoncer cette pathologie qui est très lourde. D'ailleurs, vous l'avez dit que c'était cancer synonyme de mort, or que non. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui s'en sortent, qui sont là, qui vivent une vie harmonieuse après le passage d'ailleurs de lourds moments, de désarroi. Donc, il faut un accompagnement psychologique, et pas seulement pour la malade, même pour son entourage. Alors là, c'est encore pire. Oui. Parce que là, c'est tellement difficile de les convaincre, parce qu'il y a des familles, il y a même leurs maris, il y a des maris qui n'acceptent pas cette maladie. C'est vrai. Malheureusement, on a ces cas, on les voit tous les jours, les femmes qui souffrent de vraiment de non-acceptation de maladie de part de son mari, parfois même la famille, malheureusement, parce que en fait c'est cette atmosphère négative qui entoure le climat de traitement, de chimiothérapie. Vraiment c'est lourd, hein, c'est pas facile. Mais après il faut juste savoir que c'est des moments ou des situations temporaires. Ça va passer. Donc, il faut juste qu'on soit patient, qu'on soit à l'écoute pour le malade, pour la femme, spécialement pour la femme. Donc, il faut juste être à l'écoute, il faut juste qu'on soit là pour l'accompagner aussi. Parce que l'accompagnement psychologique, il est important, il est très important, mais aussi l'accompagnement familial et le soutien familial, il joue un rôle très important. Parce que la femme, quand elle reçoit le soutien familial, possible qu'elle n'aura pas besoin de psychologue. C'est très important, je le dis et je le redis, hein, c'est très important. Après, le soutien ou bien la thérapie psychologique, on peut aller vers le psychologue quand on a vraiment des symptômes de détresse. Voilà, de détresse psychologique, de souffrance, des insomnies.
des troubles de l'humeur, la femme, soit elle est tellement agressive ou le contraire, elle fait un repli sur soi. Justement, surtout après l'intervention, après l'ablation du sein ou des deux seins, donc il lui faut un certain accompagnement afin d'accepter son nouveau corps. Oui, oui, ça c'est obligé. Après une intervention pareille, on est obligé de faire la thérapie parce que là, on est devant un problème de l'image de soi, qui est un problème psychologique vraiment réel et il n'est pas facile et ça prend beaucoup de temps de prise en charge et de thérapie. Pourquoi ? Parce que synonyme de féminité chez la femme, c'est son corps et spécialement les zones intimes chez la femme. Donc l'image de corps de la femme, elle commence déjà à l'enfance, elle commence à l'âge de 5 ans. Elle est toute épanouie parce que ça y est, je suis devenue femme, je suis jolie, je suis belle, je plais aussi. Oui, donc quand elle perd un élément pareil, un synonyme de féminité, c'est pas facile. Elle va passer par des périodes psychologiques, par un sentiment psychologique très très difficile. Elle va commencer déjà par l'hésitation, par un sentiment de culpabilité. Elle va dire pourquoi moi ? Voilà, et elle va poser 1000 questions et malheureusement la femme algérienne et spécialement la femme algérienne en parle parce que elle prend la responsabilité, elle déclare pas la souffrance. Elle ne montre pas. Voilà, elle ne montre pas. Voilà, elle ne montre pas pour sa famille. Sa détresse, elle ne la montre pas. Oui, malheureusement, et c'est un côté négatif. Hein, voilà, ouais. Il faut, si on peut passer un message aujourd'hui pour les femmes, il faut parler. Il faut pas hésiter. Il faut s'extérioriser. Voilà. Il faut extérioriser les sentiments. Il faut parler de cette souffrance. À n'importe qui, ils vont te comprendre. Parce que le sentiment ou la première phase de l'hésitation, c'est une souffrance psychologique insupportable. Et elle peut vivre cette souffrance toute seule. Voilà, c'est pas facile. Toute seule, c'est pas possible parce que déjà, elle passe par des moments très difficiles. Ouais. Ensuite, elle voit un autre corps. Oui. Que le corps qu'elle a porté avant. Oui. Une situation qui est complètement différente. Oui. Traumatisante. Traumatisante, exactement. Ouais. Donc c'est sa vie qui change, qui est chamboulée, que ce soit sociale ou professionnelle aussi. Ouais. Donc comment vous procédez justement ? Comment se fait cet accompagnement ? Alors, l'accompagnement, on commence déjà par l'écoute psychologique et ce qu'on appelle la décharge émotionnelle. On essaye d'écouter la femme et elle décharge toutes les émotions qu'elle a, toutes les questions qu'elle veut poser, soit pour elle-même ou pour le professionnel. Et c'est la première thérapie qu'on peut commencer par l'écoute, et c'est l'écoute psychologique, c'est une technique psychologique. Après, on peut aller vers la thérapie de soutien, vers le soutien psychologique. Et le soutien, on peut dire que on commence déjà par l'acceptation de la maladie, parce que si elle n'accepte pas la maladie elle-même, elle ne va pas accepter la chirurgie, elle ne va pas accepter le corps, le traitement. Sa nouvelle vie. Voilà, donc juste après la thérapie de soutien, on peut commencer ce qu'on appelle la thérapie cognitive comportementale, et on commence par rétablir la relation avec son corps, son nouveau corps, et rétablir aussi une relation avec la famille, avec un nouveau esprit, après une détresse psychologique qu'elle a duré quand même. On peut dire que la détresse ou la dépression chez la femme qui souffre d'une maladie de cancer, ça peut prendre beaucoup de temps. On peut dire de 6 mois à 2 ans. Voilà, oui. Donc, les études ils montrent que
parmi 4 femmes cancéreuses, on a une femme qui souffre de la dépression. Alors c'est un peu difficile. Donc la thérapie comportementale, on essaye quand même de motiver la femme à rejoindre sa vie quotidienne petit à petit pour entrer dans le quotidien qu'elle a perdu pendant quelques mois. Alors, est-ce que quand vous faites des séances, par exemple, aux femmes qui sont en détresse, justement, et victimes du cancer foudroyant du sein, est-ce que vous faites des consultations, on va dire, vous la recevez seule ou alors accompagnée de son entourage qui vit avec elle tout le temps? Si. On demande de voir la famille et surtout le mari, on demande de le voir. Les enfants aussi. On fait ce qu'on appelle la guidance parentale, soit pour les enfants, pour accepter la maladie de leur maman. Hein. Et après, on fait ce qu'on appelle le counseling, c'est une technique psychologique pour parler de la situation traumatisante parce que, disons que la femme, elle souffre d'un traumatisme, mais aussi la famille aussi, hein, ils ont un traumatisme parce que pour accepter la maladie et pour vivre une souffrance pareille, surtout si c'est une maman, hein, c'est pas facile. Donc les enfants, ils vont être traumatisés par le fait que voir leur maman la malade, elle participe pas à les tâches de tous les jours, elle prépare comme pas elle le le faisait repas. avant. Voilà. Donc on voit parfois une rupture de relations affectives avec leurs enfants. Ils montrent pas l'affection à leurs enfants parce que déjà elles souffrent et c'est normal. Donc l'enfant il le prend mal parfois s'il est un enfant bas âge, s'il a 4 ans, 5 ans, il le prend mal. Bien sûr, parce qu'il est enfant. Voilà, parce qu'il est enfant. Voilà. Il est enfant parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Oui. Donc, il voit que sa vie a changé d'une certaine façon. Voilà. Parce qu'il ne voit plus les bonnes habitudes de sa maman, sa bonne humeur, son sourire, l'éclat de ses yeux dans son regard. Donc, elle est triste, elle est malade, elle est pâle, elle perd ses cheveux aussi. Oui. Donc, et un là, changement. Ça, c'est vraiment traumatisant pour un enfant quand il voit sa maman perdre ses cheveux et puis elle aussi qui est en plein désarroi, en pleine dépression. Aussi, elle est horrifiée de cet état par lequel elle est en train de passer. C'est très difficile, ça. Oui, c'est difficile. Après, on travaille aussi avec l'enfant sur la thérapie comportementale cognitive pour qu'il comprenne l'état de sa maman, sans donner beaucoup de détails, mais on essaye de lui faire comprendre que c'est un état temporaire et ça va passer, et que l'enfant, et on montre aussi, on parle avec la maman sur la façon telle qu'elle peut se comporter avec leurs enfants. C'est difficile. C'est pas facile, c'est pas facile pour elle. Facile. Mais croyez-moi qu'ils ont le courage, les femmes. Hein. Ils ont un courage pour les autres, pour donner, c'est facile. Surtout une maman pour ses enfants. Oui, elle le fait avec plaisir. Oui. Mais pour elle, c'est pas facile. Pour elle, c'est pas facile. C'est pour ça, je vous ai dit que la souffrance chez la femme, elle prend beaucoup de temps pour sortir d'une maladie psychologique ou bien un trouble psychologique tel que la dépression, par exemple, durant la période de thérapie pour combattre le cancer du sein. Justement, alors non seulement la thérapie pour combattre le cancer du sein, avoir un bon moral aussi, garder, on va dire, un bon moral aussi, mais aussi comment conserver sa vie. Sa vie de famille, beaucoup plus, comment conserver son mari, parce que généralement la femme algérienne, elle a peur de perdre, on va dire, ce n'est pas une question de confort, mais c'est une question de famille, on va dire, l'union de sa famille, de ses enfants, de son mari aussi. Donc comment vous procédez à ça ?
Au début, comme vous vient de le dire, c'est pas facile. Mais elle fait un effort, la femme, pour garder ce lien familial. Et surtout si elle fait la thérapie psychologique, la psychologue, elle va faire tout pour l'aider à garder ce fameux cette harmonie au sein de la famille. Et en plus, on est obligé d'impliquer la famille parce qu'elle peut pas le faire toute seule. Oui, voilà. Donc, au début, c'est pas facile parce que il faut qu'on soit direct. La femme, elle souffre. Donc, la souffrance elle-même, elle est pas facile d'accepter pour elle la maladie. Donc, on peut prendre le temps de quand même soutenir la femme pour accepter la maladie, pour déjà s'adapter avec le processus de thérapie qu'elle va vivre durant et le vécu psychologique qu'elle va le sentir, les étapes du traitement. Et après, on peut établir le counseling familial et on parle du côté familial. Parce qu'au début, la femme, la première idée ou la première question, qu'est-ce qui va m'arriver? Donc c'est la première question qu'elle va se poser. Donc donc il faut répondre à ça. Donc c'est important qu'elle soit intégrée dans le processus de thérapie. Voilà, parce que donc les points d'interrogation, ils vont encore la plonger dans la souffrance psychologique. Voilà. Donc quand on lui donne des détails, quand on parle avec elle sur son traitement, le déroulement du traitement, les déroulements de la durée. Donc elle va avoir une idée et ça va apaiser un peu le ton de l'anxiété qu'elle a parce que et après elle peut rejoindre l'idée de faire ce qu'on appelle le counseling familial et la thérapie avec la famille, avec son entourage. Parfois, la femme, elle demande de participer, sa sœur, qu'elle l'accompagne, et parce que c'est important. Et vraiment, on le voit tous les jours, la femme aussi, elle peut accompagner une femme qui souffre d'une maladie pareille, et on le voit tous les jours avec les sensibilisations qu'on fait, soit dans le secteur de la santé ou d'autres secteurs. C'est important que la femme, elle voit une autre femme qui parle à la place d'elle. Voilà. Une thérapie, mais aussi, on va dire, la thérapie qui va l'aider justement à affronter ce désarroi, on va dire cette dépression, si on ose dire ça. C'est surtout une thérapie de groupe, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement moi qui souffrent. Il y en a d'autres qui sont pires que moi. Voilà. Il n'y a pas que moi. Oui, il n'y a pas que moi. Il y a un soutien social. Effectivement. Voilà, quand on voit des femmes qui n'ont pas la maladie, ils participent à la sensibilisation, ils participent à le dépistage précoce, et ça fait un soutien moral pour la femme qui souffre. Donc, elle se dit que voilà, je suis pas seule. Et voilà, même il y a des femmes qui n'ont pas la maladie et ils participent, ils viennent, ils parlent, et ils donnent le soutien pour les femmes malades. Voilà, donc ça c'est important, c'est une sorte de soutien social qui joue un rôle très important pour l'accompagnement de la femme qui souffre d'une maladie, soit une maladie psychologique telle que la dépression, ou bien des troubles psychologiques comme l'anxiété et le stress quotidien lié parfois
et toujours liées à la maladie telle que le cancer. Très bien, merci beaucoup Fatima Merci. Bessaray, c'est très Merci. gentil d'avoir accepté notre invitation. Eh bien, Merci. on vous recevra dans d'autres plateaux pour d'autres Inch'Allah. sujets, Inch'Allah, en Inch'Allah. rapport avec la psychologie. Et bien Inch'Allah. sûr, que ce soit les mamans, les enfants, donc on vous recevra ici Inch'Allah. même. Alors, Avec plaisir. on soutient avec le peuple palestinien, on vous offre cette chanson et on se retrouve juste après. شدوا بعضكم يا أهل فلسطين شدوا بعضكم ما ودعتكم رحلة فلسطين ما ودعتكم عوارك صيني لاشتف بالحبر عوارك صيني يا فلسطيني علي جرالش يا فلسطيني شدوا بعضكم يا أهل فلسطين شدوا بعضكم ما ودعتكم رحلة فلسطين ما ودعتكم عوارك صيني لاشتف بالحبر عوارك صيني يا فلسطيني علي جرالش يا فلسطيني والنذر مني نذر علي والنذر مني لارقص واغني بأرضش فلسطين لارقص واغني والنذر شفته نذر علي والنذر شفته ترابج ما عفتو يا فلسطيني ترابج ما عفتو والنذر مني نذر علي والنذر مني لارقص واغني برضش فلسطين لارقص واغني والنذر شفته نذر علي والنذر شفته ترابش ما عفتو يا فلسطيني ترابش ما عفتو شدوا بعضكم يا Eh bien voilà de retour sur notre plateau et bien sûr avec la dernière ligne droite de ce Bonjour d'Algérie de cette matinale qui va se terminer à 9h30. J'espère que le programme de cette matinée répond à vos attentes, chers amis du matin. Eh bien nous recevons avec nous bien l'organisateur de l'événement de la semaine, Khotwatouk. C'est au Centre des Conventions d'Oran que ça se passe à partir du 28 octobre et qui va s'étaler jusqu'au 2 novembre. Eh bien, on a avec nous Monsieur Zeki Sofi, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque année au même, on va dire, vous êtes fidèle au rendez-vous. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Merci. Marhaba bik. Et vous n'êtes pas seul puisque vous êtes accompagné de Monsieur Mansour Benhenda. Alors vous êtes responsable de communication à la CETRAM. Bonjour Iman, oui. Ça va? Vous allez bien? Merci pour l'invitation. Très bien. Alors, vous êtes venu justement dans le cadre de votre participation à Khotwatouk. Alors, quand je dis Khotwatouk, oui. C'est quoi Khotwatouk? C'est quoi parce que on a l'habitude déjà, on a couvert votre événement plusieurs fois. Oui. C'est un événement qui est très important, mais qui s'appelait à l'époque Khotwa. Oui. Alors, voilà. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que Khotwa
C'est-à-dire, Khotwatouk, c'est le bébé de Khotwa. C'est exactement ça. Voilà. Alors, on ne pourrait pas mieux dire. En fait, Khotwatouk, c'est Khotwa to Kids. Donc, c'est l'abréviation de Khotwa to Kids. Donc, Khotwa, le salon qui existe depuis plusieurs années, est destiné aux étudiants et aux jeunes, de façon générale, entre 16 et 35 ans. Le but est de les orienter et de les aider à mieux préparer leur avenir. Donc, on est allé avec le même objectif, mais cette fois-ci, on s'intéresse aux tout petits, donc les enfants de 3 à 13 ans. Et on essaie aussi de leur offrir une expérience enrichissante qui leur permettra de mieux comprendre leur environnement et de mieux préparer leur avenir. Très bien. Donc, pour cette année 2023, Oui. Khotwatouk, d'ailleurs, on a vu une très forte participation l'année dernière qui a dépassé les 10 000. Les 10 000 enfants. Oui. Voilà, les 10 000 enfants. Oui. Très bien. Donc l'année dernière, c'était la première édition. On ne savait pas trop à quoi s'attendre. Donc on avait fait l'événement en collaboration avec la direction de l'éducation, chose qu'on a encore fait cette année. Donc on s'était concentré sur les écoles publiques pour participer avec nous. Et après, on avait ouvert les portes aux parents avec leurs enfants. Et on ne s'attendait pas du tout à avoir autant de monde. Donc, Autant de monde. Oui, on n'a pas pu accueillir tout le monde malheureusement. Et cette année, on a pris nos précautions. Donc on a doublé l'espace qu'on avait l'année dernière pour pouvoir accueillir un maximum d'enfants et de parents à l'événement. Très bien. Alors, est-ce que Khotwatouk de 2022 et Khotwatouk de 2023, je parle beaucoup plus du programme. Oui. Est-ce que vous avez modifié le programme ou alors vous avez laissé juste le programme en lui-même qui se répète pour cette deuxième édition? D'accord. En fait, on l'a enrichi. On a rajouté d'autres villages parce que l'événement est sous forme de village. Donc, on a rajouté des nouveaux villages. On a de nouveaux ateliers aussi qu'on va proposer pour la première fois. Il y a des ateliers qu'on va refaire qu'on avait fait l'année dernière, qui avaient très très bien fonctionné. Donc, on les a gardés. Mais on est surtout allé sur plus d'espace, une plus grande capacité d'accueil, une meilleure maîtrise aussi du timing pour pouvoir faire passer le maximum d'enfants. Très bien, alors je reviens vers vous. Là, je m'adresse à vous, Monsieur Mansour Benhanda. Eh bien, c'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de notre matinale Le Bonjour d'Algérie d'Oran. Et là, c'est que vous participez à cet événement Khotwatouk. En fait, on participe cette année sur la deuxième édition. En fait, déjà, je commence par remercier Zaki et le féliciter pour cette initiative et cette démarche. Comme vous le savez, la sensibilisation est la colonne vertébrale de notre politique de communication à la CETRAB. D'ailleurs, on fait souvent des campagnes de sensibilisation à travers les écoles au profit des enfants écoliers. Donc, pour cette année, on va participer cette année au salon parce que c'est pour déjà étaler les actions de sensibilisation qu'on fait. On trouve le salon très très intéressant par rapport à l'ampleur. Alors, mais quel est l'objectif de votre participation à Khotwatouk? Qu'est-ce que vous ramenez justement à Khotwatouk et que Khotwatouk vous ramène à vous? En fait, Khotwatouk, comme je l'ai dit, c'est un salon intéressant. Donc, on va faire de la sensibilisation aux visiteurs de la catégorie Poussin. On va les sensibiliser par rapport à l'accidentologie, par rapport aux droits civiques, par rapport au code de la route, au respect ce qu'on appelle chez nous la tramatitude. C'est les bons gestes et les mauvais gestes. Parce qu'on a vu justement, heureusement que vous allez faire justement on va dire des passages de sensibilisation à Khotwatouk, surtout qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont participer à Khotwatouk. Donc, on dit que la sensibilisation commence par le bas âge. Donc, on voit même, d'ailleurs, même des conducteurs qui ne respectent pas justement quand le tram passe. Donc, ils se disent non, c'est au tram de s'arrêter. Moi, je ne m'arrête pas. Donc, comment vous faites dans ces cas-là? Pour cela, on fait aussi des campagnes de sensibilisation destinées aux conducteurs de véhicules. Oui. On leur rappelle toujours que la priorité est pour le tramway. Donc le tramway est toujours prioritaire. On fait des campagnes aussi par rapport même aux piétons aussi. Effectivement. C'est-à-dire, il y a toujours des retours positifs par rapport à ça.
C'est pour Mais limiter un espérons- petit peu les dégâts aussi. Exactement, exactement. Parce que généralement, il y a beaucoup d'accidents suite à ça, Oui. suite au non-respect de ces consignes. Mais avec la sensibilisation, avec les aides des autorités locales et tout, ça va, on arrive à gérer quand même. Alhamdoulilah, le nombre d'accidents baisse. Oui, de jour en jour. considérablement. Par rapport au début, ça a quand même vraiment baissé. Oui. La population, on va dire, a commencé justement À s'adapter avec ce aux nouveau mode de nouvelles, transport, aux nouvelles et au circulations, tramway, exactement. au tram qui passe à une heure ou, je ne sais pas, à un certain horaire. Donc, il faut respecter le passage du tramway. Dans les arrêts, dans les grandes artères, il faut respecter parce que c'est à nous de respecter le tram. Exactement. Donc vous faites des séances de sensibilisation Bien sûr, au centre bien sûr. des conventions. Bien sûr. C'est tous les jours que vous avez programmé ces passages de sensibilisation? Ce ne seront pas des passages, on aura justement un stand au niveau du salon. Très bien. La différence cette fois, d'habitude, ce qu'on fait nous, c'est des sensibilisations classiques au niveau des écoles. Là, ça sera différent. C'est les enfants qui vont venir vers nous. Et ça sera dans un climat plutôt animé et enrichissant, on va dire. Enrichissant, très bien. on va dire. Donc je reviens vers vous, Zeki Soufi. Alors je le rappelle que vous êtes l'organisateur de l'événement de la semaine qui va commencer le 28 octobre et qui s'étalera jusqu'au 2 novembre. Alors vous avez parlé justement d'ateliers. Oui. Quels sont ces ateliers que vous allez animer pendant on va dire les 4 jours, c'est ça, du 28 au 2 6 Oui. Je ne sais plus compter alors. De toute façon, j'étais vraiment très faible en maths. Hein. Moi aussi. Non, je On est plaisante pareil. un petit peu. Je plaisante, oui. D'accord. Donc, par rapport aux ateliers, donc ça sera des ateliers éducatifs. On se base beaucoup sur l'enseignement interactif. On essaye de faire participer les enfants à l'opération d'enseignement et d'en faire des personnes actives dans l'opération et dans la communication. Donc, il y aura des ateliers répertoriés sous forme de villages. On a un village sur l'environnement, un village sur la santé, un village pour la bonne nutrition, un village pour les arts et la créativité, un autre aussi pour les futurs métiers où les enfants vont s'amuser à endosser les rôles de plusieurs professions, comme la profession de médecin, la profession des métiers du bâtiment, Certainement, oui. l'agriculture. Enseignement aussi. Oui. Parce que oui. généralement, quand il y a des enfants, quand on leur pose la question « Qu'est-ce que vous voulez être quand vous serez grand ?», elle va te dire « Moi, je veux être maîtresse. Ouais. Il y en a une qui va se dire « Moi, je veux être coiffeuse. Moi, je veux être… » Donc, et ça, c'est bien parce que là, vous leur donnez un petit peu l'opportunité d'essayer un petit peu ces métiers, comment se passent ces métiers. Et ça, c'est très intéressant. Exactement, et ça sera dans des conditions réelles. Par exemple, on aura tout un plateau TV où ils vont participer et essayer le travail de journaliste. Ils vont faire de l'animation, ils vont faire de la rédaction. Ils seront devant une caméra avec un téléprompteur. On va avoir des petits bouts de chou qui vont nous présenter des émissions. C'est bien, c'est bien. Exactement, donc on essaie vraiment de les mettre dans des conditions réelles. On aura aussi un village dédié au sport et un autre dédié à l'éveil pour les enfants donc en bas âge de 3 ans à 5 ans. Donc les ateliers, c'est des ateliers éclairs, donc ça se passe très très rapidement, entre 10 et 15 minutes, où les enfants vont apprendre l'une des valeurs donc qu'on va essayer de leur inculquer, mais en les aidant à comprendre ça tout seuls. Donc l'idée, c'est que les enfants sortent avec des conclusions sans que personne ne leur dise quoi que ce soit. Donc ils vont venir, ils vont jouer à un jeu ou une activité physique ou une activité de motricité, et c'est à eux de conclure et d'avoir la conclusion eux-mêmes. Et donc c'est tout cela le but de l'enseignement interactif. Très bien. Alors, et comment va se dérouler l'événement ? Oui. De quelle façon il va se dérouler ? Alors ça se passe de 9h à 19h, donc tous les jours. Il y a des sessions destinées aux écoles publiques, donc qu'on fait avec la direction de l'éducation d'Oran. Ça sera pendant 3 jours, donc du samedi au lundi, de 9h à 15h. À partir de 15h, on ouvre aux parents, donc de 15h à 19h. Très bien. Après, du mardi, mercredi, jeudi, les enfants seront en vacances, donc les vacances du 1er novembre, et ça sera ouvert toute la journée pour le public. Ah, très bien. Donc, quelle est la nouveauté cette année pour 2023 ? Alors, un peu plus de temps,
plus d'espace. Il y a des nouveaux ateliers aussi qu'on va tester pour la première fois. Il y a tout un nouveau village qu'on va dédier à l'éveil et aux mamans. Donc il y aura aussi des conférences dédiées aux parents sur la bonne éducation et sur plusieurs thématiques. Et il y aura un plus grand espace pour l'espace sport. Il y aura des compétitions sportives aussi. On va essayer de mettre un petit peu les enfants en Dans quelle concurrence. discipline? Alors on aura athlétisme, football et judo. Bah oui, football est incontournable hein, de toutes Bien les sûr. façons. Oui, voilà. Maintenant, il y a même des équipes féminines, donc ça concerne les filles et les garçons en même temps. Exactement, oui. Donc on essaye d'avoir un maximum de diversité dans l'événement et surtout d'initier aux enfants, leur apprendre les bonnes habitudes dès maintenant pour qu'ils grandissent avec ces bonnes habitudes et être de vaillants protecteurs de l'Algérie plus tard. Le slogan de cette année? Alors le slogan, c'est toujours l'enseignement interactif. On essaye de faire la promotion de l'enseignement interactif. On essaye de donner de la matière pour les responsables de l'éducation en Algérie, de venir voir l'expérience en grandeur réelle, de voir que c'est possible d'installer l'enseignement interactif dans les écoles, de voir aussi que c'est efficace, que les enfants assimilent et comprennent cette façon d'apprentissage et qu'on puisse un petit peu sortir au fil des prochaines années de l'enseignement classique pour aller vers un enseignement un peu plus dynamique où les enfants sont un peu plus au centre de l'enseignement et ne sont pas juste des passifs réceptifs. Très bien. Un dernier mot? J'espère qu'on aura beaucoup de visiteurs. Je ne vais pas l'espérer, mais j'en suis sûr. Et je souhaite la bienvenue à tous, parents et enfants. Est-ce que vous avez réfléchi un petit peu à faire des conférences? Non, pas de conférence, que la sensibilisation au tram et ce qui se passe. Exactement. Très bien, d'accord. Un dernier mot, Zaki, je pense qu'on est à la fin de notre direct aujourd'hui. On va juste rappeler les dates, ça sera du 28 au 2 novembre, donc on invite tout le monde à participer. Il n'y a pas d'inscription préalable, on a beaucoup reçu cette question. Et si le grand public a besoin de plus d'informations, donc ils peuvent nous retrouver sur les réseaux sociaux. Notre compte s'appelle Khotoatok. Très bien. Voilà. À quelle heure ça commence? Alors de 9h à 19h tous les jours. De 9h à 19h tous les jours du 28 au 2 novembre. Donc 6 jours pour enrichir, divertir, pourquoi pas, les enfants surtout qu'ils vont être, on va dire, en vacances, les vacances du 1er novembre. Donc bonnes vacances, vous avez de quoi vous occuper les mamans et les enfants. Eh bien, on arrive à la fin de notre direct de ce mercredi 25 octobre. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Eh bien, ça va être une grande date de la révolution algérienne le 1er novembre. Eh bien, on aura un plateau dédié à cette grande date. Et bien sûr, je vous souhaite de passer un bon week-end. Au revoir, au mercredi prochain, Inch'Allah, à la semaine prochaine. Au revoir. مثل أرضك نلقى وين فلسطين على عذابك لاقينا فلسطين نفديكي بعيننا فلسطين انت الروح ونن العين فلسطين مثل أرضك نلقى وين هلا والله ويا هلا